comprendre comment nous sommes passés d'un temps où le vrai et le faux s'opposaient et où on pouvait dénoncer un mensonge et prouver une vérité, quelquefois au péril de sa vie, dans des sociétés totalitaires, et qu'on est passé à une époque, la nôtre, dans les pays dits libéraux démocratiques, où cette opposition a disparu au profit d'un au-delà du vrai et du faux. Je remercie donc Yann pour son accueil. On a une amitié effectivement de longue date. C'est pas une indiscrétion de dire que j'étais à ton jury de thèse. Ça remonte à longtemps. De toute façon, vu certaines personnes qui sont présentes, ça me remonte au siècle dernier, parce qu'il y a même des anciens étudiants qui sont là et qui maintenant ont des enfants. Donc voilà, c'est une remontée dans le temps. Et donc je suis très heureux que cette amitié, cette discussion se poursuive. Je voudrais remercier aussi Jean-Charles Gérard, mon éditeur, et parce que c'est effectivement le troisième livre que je publie chez lui, le troisième essai. Et je veux vous dire que, juste avant de commencer, que je suis assez ému, en fait, de retrouver des amis, retrouver différents mondes qui me font deviner que peut-être que je suis encore chez moi, en France, à Paris. Et donc, merci d'être là. Alors, je vais commencer, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester trop longtemps. Je pense qu'il faut qu'on donne aussi la parole à la discussion. Je vais peut-être rester debout parce que j'aime pas trop cette position, là, je suis en l'air, là, au-dessus. Mais bon, j'avais perdu l'habitude de la Sorbonne. En tout cas, si on m'avait dit, quand je faisais ma thèse à la Sorbonne, qu'un jour, je parlerais de la vérité, vraiment, ça m'aurait fait vraiment rigoler. Pourquoi? Parce que c'était une époque où la notion de vérité n'était pas très en faveur, on était plutôt au contraire dans la déconstruction de la vérité de différentes manières. En tout cas, c'est une notion qui apparaissait comme extrêmement réactionnaire. Alors, pourquoi, surtout après avoir écrit un livre sur le génie du mensonge, sur le discord entre ce qu'on affirme et notre vie, notre existence, pourquoi j'ai ressenti le besoin d'écrire sur cette vieille lune, sur cette vieille notion de la vérité? Sans doute parce que, comme on écrit toujours en situation, en contexte, eh bien, je constate aujourd'hui une difficulté de plus en plus grande à s'entendre sur ce que c'est qu'un fait, sur ce qui est vrai. Sans doute du fait de la multiplication des sources d'énonciation pour dire le vrai et de la légitimation, et ce n'est pas une critique, donnée à une affirmation du moment qu'elle part d'un ressenti de la vérité. Et on constate en effet, depuis un certain nombre d'années, une dilution des instances de vérification au profit d'une diffusion infinie d'énoncés en première personne. C'est vrai parce que je le dis, parce que je le sens, parce que c'est ce que je crois, et c'est ce que d'autres aussi, comme moi, viennent confirmer. C'est vrai. Alors, dans un monde où chacune peut affirmer harmonieusement sa vérité, il n'y a pas grand-chose à dire, juste à laisser dire. Le problème, c'est que cette prolifération des vérités en première personne s'exerce socialement dans un climat de guerre sociale, de guerre politique, où les fausses vérités, les fake news, les mensonges, le révisionnisme aussi, ont des effets dans le réel, si cette notion est maintenue. Dans le pays où je réside, aux États-Unis, la pratique du mensonge a atteint un degré extrême et correspond, je crois, à un changement du statut de la vérité. Vous entendez sans doute parler des mensonges du candidat Trump, qui raconte entre autres que les Haïtiens volent les animaux domestiques de leurs voisins pour les manger, que les États démocrates acceptent qu'on tue les bébés à leur naissance, ou que dans certaines écoles, vous envoyez le matin votre garçon et le soir, vous retrouvez une fille. Voilà. Donc devant ces catastrophes, évidemment, Trump invite à restaurer un ordre symbolique en péril. Alors ce grotesque du personnage ne doit pas faire oublier qu'il peut proférer ces énormités dans un contexte où le mensonge est devenu tout simplement une fiction et qu'on peut le pratiquer de manière désinhibée.
Alors vous direz, bah oui, c'est le free speech, on peut raconter n'importe quoi, mais c'est dire aussi que chez ceux et celles qui l'écoutent, il y a une tolérance pour ce qu'on peut rappeler des bobards, hein, des foutaises. Et l'essentiel, c'est, comme l'a d'ailleurs reconnu son colistier J.D. Vance, l'essentiel, c'est d'attirer l'attention des médias. Il reconnaît que, par exemple, cette histoire sur les Haïtiens de Springville, en Ohio, c'est du bidon, mais ça attire les médias sur une vérité, une autre vérité, qu'ils pensent être celle du danger de l'immigration. Donc ça veut dire que ça fonctionne, la preuve, c'est qu'on en parle. Le narratif, la fiction, débridée, l'ont emporté sur les faits. Alors on pourrait dire évidemment que c'est pas nouveau, que la pratique du mensonge en politique, elle est vieille comme le monde, mais ce qui change, c'est mon hypothèse, c'est le rapport entre la vérité et le mensonge. Alors le livre que je viens d'écrire, c'est une enquête, je précise une enquête et pas une assertion, un jugement ou bien un cri. Moi je ne suis pas dans ce registre-là. J'essaie de comprendre, c'est-à-dire d'entendre, et j'essaie d'étudier ce changement du statut de la vérité et du mensonge dans un passé récent qu'on peut repérer lors de l'élection de Donald Trump en 2016. Et plus profondément, j'essaie de tracer cette modification de paradigme depuis les années 1980 en Europe et aux États-Unis, à travers plusieurs discours qu'on peut repérer en philosophie, en littérature, en histoire, mais plus généralement, je dirais, dans les mentalités. Alors je vais évoquer ce soir quelques-unes de ces strates avec vous pour comprendre comment nous sommes passés d'un temps où le vrai et le faux s'opposaient et où on pouvait dénoncer un mensonge et prouver une vérité, quelquefois au péril de sa vie, dans des sociétés totalitaires, et qu'on est passé à une époque, la nôtre, dans les pays dits libéraux démocratiques, où cette opposition a disparu au profit d'un au-delà du vrai et du faux. Ensuite, je répondrai à la question du livre, peut-on encore sauver la vérité, ou bien, comme me l'ont dit plusieurs personnes avec lesquelles j'ai commencé à discuter, mais enfin, c'est fichu. Qu'est-ce que c'est que cette question? La réponse, on la connaît. Alors, je vais d'abord répondre, pour faire cette petite archéologie, à la question du temps court. Depuis quand? Comment on peut repérer cette transformation, ce changement du statut de la vérité? Et je pointerai, je ciblerai une petite phrase, un nouveau mot qui a d'abord détonné, qui a choqué, mais qui a donné le ton d'un langage, d'une grammaire, on pourrait même dire, si on peut dire qu'une grammaire a un ton, enfin je dirais plutôt une inflexion de la grammaire, et avec cette notion qui est apparue en 2016 avec une conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway, que vous ne connaissez peut-être pas forcément, mais enfin c'est parce que vous ne regardez pas forcément Fox News, mais Kellyanne Conway a parlé à propos d'une contre-vérité évidente que tout le monde pouvait vérifier, c'est-à-dire la taille de la foule qui était venue à l'investiture de Trump et qui était moindre que celle qui était présente pour Obama. Par rapport à cette contre-vérité qui a fait rire tout le monde, Kellyanne Conway a dit « Bon, je ne sais pas, moi je l'ai vu comme ça, c'est un fait alternatif, alternative facts ». Et le journaliste a rigolé, parce que ça fait rigoler, hein, donc vous niez l'évidence. Non. Et le mot connaît aujourd'hui encore une grande fortune. On parle des vérités alternatives, c'est-à-dire qu'on est entré dans une espèce de relativisme admis très largement, pas par tous. Les journalistes, heureusement, font du fact-checking, mais ont de plus en plus de mal à faire admettre qu'un fait s'est véritablement déroulé. Dans les mots qui ont commencé à nourrir cette grammaire, on a parlé à la même époque de post-truth, donc de post-vérité, mot qui est entré à la même époque dans le Oxford Dictionary. Un peu avant, on avait commencé à parler aussi de la pratique du bullshit ou du bullshitting, qui a été traduit, à mon sens d'ailleurs beaucoup trop facilement par connerie, hein,
Parce que bullshitting, la pratique du bullshit, c'est plutôt, moi je traduirais plutôt par la foutaise, ou les billevesées, le baratin, le bobard. C'est-à-dire, au fond, comment raconter des foutaises pour capter l'attention par des récits affranchis de toute consistance. C'est une sorte de fiction qui permet d'affirmer des contre-vérités et qui n'est pas comptable d'une vérification factuelle. Les foutaises témoignent de l'indifférence précisément à la vérité. Peu importe que ça soit vrai ou faux, ce n'est plus la question. Et c'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus puissantes que le mensonge lui-même. Parce qu'elles ne cherchent pas à contredire ni à cacher la vérité. Elles sont au-delà de la logique contradictoire du vrai et du faux. Et on pourrait dire que leur mode opératoire, c'est la construction d'un monde parallèle, presque virtuel, autoréférencé. Sont des bulles de croyance qui permettent de donner une cohérence à des situations et de fournir du sens à tout ce qui arrive. Alors évidemment, il y a le public pour les croire et pour lesquels elles modulent la signification des faits. C'est-à-dire, au fond, on peut raconter n'importe quoi et les faits viennent contredire ce à quoi on croit, mais là c'est le contraire. En fait, elles permettent de modifier les faits pour les accorder à la croyance qu'on a sur le réel. Donc le monde devient une sorte d'ensemble de signifiants qui contribuent à alimenter un système substitutif. Et on sait qu'effectivement, les discours de ce qu'on appelle la post-vérité se nourrissent de ces foutaises qui constituent un écosystème très difficile à contredire. C'est-à-dire qu'au fond, on n'est pas dans le même langage. Quand quelqu'un vous raconte des foutaises et s'amuse, vous dit que par exemple, bon, je sais pas, par rapport au Covid, boire de la javel, ça peut être bien. Bon, vous dites, mais c'est n'importe quoi. On me dit, bah oui, c'est n'importe quoi, mais bon, on vous raconte de toute façon n'importe quoi. Tout est n'importe quoi, donc pourquoi pas, Bon. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir du coup que quand on est dans une bulle que j'appellerais une bulle épistémique, on a une défiance systématique à l'égard de tout ce qui vient contredire la vérité, ou notre croyance en tout cas. Je citais l'histoire du Covid, donc voilà, si on a un discours sur les technosciences, si on est bien chevillé à l'idée que tout ça était une petite grippette, comme l'ont dit certains, notamment un philosophe comme Agamben, si on pense que c'est une petite grippette et que tout ça au fond est un complot généralisé sur mené par les technosciences, par les laboratoires pharmaceutiques, on refuse d'admettre les enquêtes des scientifiques. Bon. Attention, il y a eu aussi beaucoup, au nom de la science, beaucoup de fausses vérités qui ont été développées. Donc je ne suis pas en train de dire voilà, que la vérité vient des scientifiques. Mais en tout cas, c'est pour dire que quand on entre dans une bulle, non seulement on ne croit que ce qui vient confirmer nos pseudo-certitudes, mais en plus, on est d'emblée dans une attitude agressive à l'égard de tout ce qui vient contester cette croyance. Enfin, à partir de ces bulles se forment des groupes sociaux qui sont informés par des sources homogènes et non contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a une disposition mentale qui conduit les membres, enfin les habitants de ces bulles épistémiques, à ne comprendre le monde qu'à travers des filtres, à travers des médias. Et je dis ça, attention, je ne m'exclus pas du tout de... Moi aussi, je suis dans une bulle épistémique. Moi aussi, j'écoute CNN, MSNBC, je lis New York Times, c'est une bulle. Donc, on est chacun dans sa bulle, mais le problème, c'est qu'effectivement, dans cette bulle, n'arrive plus à pénétrer la possibilité d'une contradiction. On est dans le déni des faits et personne n'a le privilège de la vérité. À partir notamment des usages d'Internet, nous sommes confirmés continuellement dans notre bulle. Juste, un exemple sur la manière dont fonctionnent les réseaux. Vous savez très bien que les algorithmes arrivent à détecter nos goûts, nos valeurs, nos croyances, nos opinions politiques, et ensuite, elles viennent alimenter ce qu'on a envie de voir et d'entendre. Donc on est continuellement conforté et de plus en plus mis à l'écart de ce qui viendrait contredire nos usages
et donc on est dans une sorte de claustration qui nous enferme dans ces bulles. Il y a les bulles épistémiques, et puis il y a aussi ce qu'on peut appeler les chambres d'écho. Les chambres d'écho, c'est-à-dire de manière plus active. La bulle, c'est un milieu dans lequel on habite, on cohabite. Et la chambre d'écho, c'est une activité plus belliqueuse qui fait circuler des fausses informations, c'est-à-dire qu'on va s'y mettre, nous aussi. On va répliquer, on va faire circuler quelque chose qui correspond à notre croyance. Et on va donc être dans une attitude qui peut facilement arriver à une forme de paranoïa. Et cette agressivité va encourager aussi la radicalité. D'où aussi la violence qu'on constate dans les débats sur les faits, et le négationnisme et le révisionnisme qui sont en jeu. Alors, si je prends une perspective historique un peu plus large que celle du milieu américain depuis la première élection de Trump, une perspective, je dirais, plus archéologique, non pas pour dessiner une évolution qui dirait, ben voilà, il y a une espèce d'enchaînement causal qui mène à cette disqualification de la vérité, mais disons plutôt que j'essaie de repérer des strates de discours très différentes, dans des milieux très différents, qui témoignent de cette disqualification. Donc, mon propos est une enquête, encore une fois, pas un jugement. Je ne souhaite pas entrer dans une sorte de binarisme, c'est bien, c'est pas bien. J'enquête. Alors, je ne vais pas évoquer toutes ces strates, je vous laisse le plaisir de les découvrir dans mon livre, j'espère. Mais j'en évoquerai juste une qui me semble importante, c'est la prédominance aujourd'hui du discours en première personne. Je parlais de grammaire. La prédominance du discours en première personne qui a supplanté très largement le discours impersonnel. Le discours impersonnel, c'était quoi au fond? C'était celui de l'universel qui supposait un sujet abstrait sous la catégorie grammaticale du pronom, généralement le « il », aujourd'hui dénoncé à juste titre comme un sujet dominant qui recouvre une multiplicité de différences, et plus particulièrement les différences des minorités. Donc ce pronom, maintenant désormais donc, déchu, laisse place à un pronom individualisé, autoréférentiel, celui de la première personne qui dit « je », et surtout qui dit « je dirais, je ressens donc je suis ». C'est le vecteur on pourrait dire, un savoir-croyance, et de fait, qu'est-ce qu'on peut opposer à une personne qui dit qu'elle sait bien ce qu'elle sent et qu'elle sait bien ce qu'elle a vécu? Il n'y a rien à dire face à ça, et heureusement. Mais ici, on peut repérer l'importance précisément du ressenti. Le discours en première personne s'alimente d'un vécu ressenti plus que d'une réflexion rationnelle. Alors la catégorie du ressenti, je ne suis pas le seul à en parler, se superpose aujourd'hui à celle de la vérité et du fait. Bon, ne serait-ce que lorsqu'on vérifie la météo, il y a non seulement la température objective, mais on vous dit aussi la météo ressentie. C'est intéressant de voir cette suprématie conquérante du ressenti qui relève d'une épistémologie, c'est-à-dire que ça relève d'une étude des catégories qui ont, à un moment donné de l'histoire, imposé des notions, des valeurs, par exemple dans le domaine de la psychiatrie, mais aussi dans le domaine de la justice, dans leur discours et leurs pratiques. Ces notions liées au ressenti ont été massivement importées à travers notamment l'analyse des douleurs, de la douleur et du trauma. Je ne vais pas reprendre tous ces débats sur ce qu'on appelle l'idéologie victimaire, parce que je ne veux pas entrer dans cette dénonciation. C'est-à-dire simplement qu'il faut comprendre effectivement comment un discours, ce qui m'intéresse c'est le discours, c'est pas de discuter, dire « ah là là, heureusement que les victimes ont droit à la parole et que cette parole est entendue par la justice et par la société ». Mais maintenant, ça ne nous dispense pas d'étudier le discours, de comprendre un petit peu ce qui se joue dans le narratif qui s'associe à cette parole de la victime, ce discours sur l'offense, sur la blessure. Des savoirs se sont construits autour du traumatisme
dont on pourrait parler au pluriel, hein, les traumatismes. Mais bon, aux États-Unis, il y a ces fameux trauma studies. Et de fait, ces souffrances ont eu droit de citer, alors qu'avant, elles étaient ignorées. On remarquera toutefois que dans le discours social, on est passé, c'est pas moi qui le dis, hein, bon, il y a plusieurs études là-dessus, on est passé d'une époque où le modèle c'était les héros à un autre modèle où c'est la victime qui est plutôt valorisée. Être victime ne désigne plus seulement un état, mais donne un statut symbolique. Et même l'institution judiciaire donne un nouveau droit aux victimes lorsqu'elle évalue leur souffrance et détermine le tort et du coup la réparation à laquelle elles ont droit. Maintenant, on pourrait observer que, objectivement, une souffrance est complexe à évaluer parce qu'elle dépend du ressenti de chacun. Et on peut observer aussi que dans la manière que les uns, les unes, les autres utilisent pour parler de leur ressenti, de leur souffrance, se sont imposés quelques narratifs très prégnants. La manière d'exprimer et de raconter sa douleur, son trauma, s'inscrit dans une grammaire qui a ses codes et qui impose des façons de dire et de ressentir. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà, il y a eu des études qui ont été faites. Je pense à un livre qui s'appelle L'Empire du trauma, de Didi Fassin et Richard Eshman, qui analyse cette construction, mais de manière là aussi assez foucalienne, sans juger, mais comment une grammaire s'est imposée dans le récit victimaire, avec aussi les cellules, la création des cellules psychologiques qui accompagnent le discours des victimes. On remarquera d'ailleurs que dans le domaine militaire aussi, c'est intéressant de voir que il y a des maladies qui ont été enfin reconnues. Le PTSD, le stress post-traumatique, par exemple chez des personnes qui ont été victimes de maladies mentales à la suite d'expériences de guerre. Cela avant était complètement dénié, on considérait que ce n'étaient pas des bons soldats. Bon, aujourd'hui, c'est un discours qui est authentifié, identifié. Donc ces formes narratives ont permis la reconnaissance de ces traumas, mais ont aussi participé à un discours, une grammaire générale, victimologique on pourrait dire, et qui l'a emporté sur l'étude, la vérification des faits. On peut observer cela sur l'énonciation en première personne, au pluriel. Là j'ai parlé du singulier, mais au pluriel. Avec notamment la vénération mémorielle et l'importance donnée au passé dans l'identification d'un trauma collectif, de certains groupes, de certains peuples, même si les descendants n'ont pas forcément vécu le tort, enfin ils en portent des conséquences, la sociologie le montre aisément, mais la souffrance psychique est moins facilement évaluable parce qu'elle relève ici de l'intériorisation d'un vécu victimaire par procuration. Et l'identification, par exemple, aux ascendants très lointains qui ont vécu une histoire traumatique, cette identification au passé fait que, on le repère d'ailleurs durant les années 1980, on est passé d'une identité où on dit « j'ai un passé », et maintenant c'est plutôt « je suis mon passé » ou « je suis le passé ». Je suis en tout cas, ce passé m'identifie comme ce que je suis. C'est là qu'on voit effectivement que, à partir du moment, bon, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis un identity politics. Bon, à ce moment-là, il y a une sorte d'appropriation de ce passé par les descendants et qui est tout à fait légitime, mais qui du coup constitue à nouveau une bulle épistémique. Je ne sais même pas si on peut l'appeler épistémique, mais enfin en tout cas une bulle, et qui interdit à toute personne exogène d'intervenir sur cette mémoire, c'est normal, mais sur cette histoire. Et bon, je ne vais pas insister, mais bon, je pense notamment à ce qu'on a appelé cette horrible expression de la concurrence des mémoires, c'est-à-dire au fond, il faut montrer qu'on est encore plus victime que les victimes, ou que les victimes officielles ne sont pas aussi victimes qu'on ne le pense.
qui amène à des formes de négationnisme, parce qu'il faut affirmer que on porte ce tort dans sa propre identité. Juste un exemple, Thomas citait Édouard Glissant, qui s'est confronté quelquefois à la difficulté de faire valoir qu'à propos de l'histoire de l'esclavage, il y avait un gros travail à faire, c'était faire reconnaître l'histoire de la traite arabe, et qu'elle n'est pas du tout reconnue dans les pays arabes. Et il y a eu cette fameuse déclaration de Tozer en Tunisie, avec des intellectuels tunisiens, pour dire, voilà, maintenant, on vous demande aussi de faire ce travail, il n'y a pas que la traite transatlantique, même si elles sont différentes, etc. Mais donc, tout cela devrait s'additionner, s'ajouter, mais cela crée polémique, parce que, aussi, quelquefois, ce sont des historiens qui ne sont pas des descendants de cette mémoire. Donc, ça participe aussi de cette, finalement, de cette appropriation d'une vérité mémorielle qui, au fond, se protège d'une intrusion qui pourrait être tout à fait amicale, mais qui viendrait faire valoir des faits, et qui pourrait éventuellement nuancer cette mémoire. Donc, la prédominance de ce discours en première et en personne au singulier pluriel participe, à mon sens, de cette mise à l'écart de la notion de fait et de la vérité. Alors, face à cette disqualification de la vérité, dont j'évoque une strate, venue de causes donc souvent légitimes, des causes à la fois comme cause à défendre et puis cause à raison causale, y a-t-il une légitimité à ramener cette vieille notion de vérité à l'origine de la philosophie? Vérité, il faut s'entendre sur... Bon, c'est souvent le cas de la philosophie française ou continentale. On parle d'un mot, on a un concept, mais en fait, ça désigne des choses très différentes. C'est des concepts en fait flous, comme sont d'ailleurs de toute façon la plupart des concepts. Mais il y a la vérité métaphysique, il y a la vérité politique, le sens de l'histoire. La vérité métaphysique, c'est la vérité révélée, la vérité de l'au-delà. Bon, la vérité politique, c'est le sens de l'histoire. La vérité morale, c'est la sincérité, le vrai, l'authenticité, etc. Puis il y a la vérité objective, et c'est celle à laquelle je m'intéresse. Mais plus généralement, on constate que dans les années 80, 90, philosophiquement, sous l'effet d'un nietzschéisme très dominant, et je le dis sans ironie parce que moi je m'inscris tout à fait dans cette filiation, si on peut dire, eh bien, la vérité est apparue comme une notion dont il fallait se séparer. Deleuze, par exemple, en 90, dit « Je crois aux puissances du faux plutôt qu'aux récits qui témoignent d'une déplorable croyance en exactitude et vérité. » Il est ridicule de s'intéresser à des choses exactes ou à chercher le vrai. Alors, bon, ce nietzschéisme a été extrêmement fort. Colloque de Cerisy en 72, on y trouve Derrida, Nancy, Sarah Kaufmann, Foucault, je ne sais pas s'il n'y est pas, mais enfin en tout cas, il fait partie de ce mouvement nietzschéen tellement important que certains ont cru bon d'écrire aussi pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens. Il fallait se définir, c'était pas communiste ou anticommuniste, mais c'était je suis nietzschéen ou je suis anti-nietzschéen. Bon. Mais il y a un peu un nietzschéisme pauvre, je dirais, qui n'est pas celui de ceux que je viens de citer évidemment, mais à partir de cette fameuse formule qui court un peu partout, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Et cette lecture rapide donne à croire au fond qu'on peut disqualifier les faits. On s'interroge d'ailleurs moins sur la notion d'interprétation qui pourtant chez Nietzsche n'a rien à voir avec une interprétation subjective. Il y a d'ailleurs des mauvaises interprétations pour Nietzsche. Mais on peut dire que, au fond, une espèce de disqualification de la notion de fait, et j'ai pas le temps de développer, on est en France, je parle du nietzschéisme, mais aux États-Unis, on pourrait montrer que le pragmatisme américain a énormément évolué depuis Peirce jusqu'à Rorty, et Rorty dit clairement qu'il faut abandonner les notions de fait et de vérité.
il faudrait repasser par James, il faudrait repasser par Dewey, etc. Je n'ai pas le temps de faire cette analyse ici, mais juste pour dire que cette disqualification, on la trouve sous une autre forme, pas du tout sous la forme du nietzschéisme, mais aussi dans la philosophie américaine. Je dirais que peut-être qu'en France, il y en a un seul qui s'est peut-être interrogé, et c'est Lyotard. C'est Lyotard qui, dans le différent, se dit, mais au fond, est-ce que il n'y a pas un petit problème là dans cette disqualification? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on, à partir de ce postmoderne, qu'est-ce qu'on peut répondre à quelqu'un comme Faurisson, hein, qui nie l'existence des chambres à gaz, hein? Donc on a joué beaucoup avec la notion de vérité, mais on est là dans le, comme disait Baudrillard, dans le, je sais pas, la joie hallucinatrice des puissances du faux aussi. Hein. La guerre d'Irak n'a pas eu lieu, c'est tout ça, c'est virtuel, c'est des vidéos, etc. Bon, sauf que bon, il y a quand même des Irakiens qui se sont pris quelques bombes sur la tête. Donc il faut quand même des fois parler du réel. Et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il n'y aura plus de témoins? Qu'est-ce qu'on pourra répondre à des gens qui vont nier l'existence des chambres à gaz? Donc c'est là qu'on voit peut-être à la fin de ce mouvement, hein, qu'on a appelé un peu facilement la French Theory, mais qu'il y a une réflexion sur est-ce que, au fond, on n'est pas, je vais le dire un peu vulgairement, mais est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas en train de payer la facture, hein, de cette disqualification de la vérité avec laquelle on a joué, avec un plaisir intense, intellectuel intense, hein, en disant il n'y a plus de faits, il n'y a plus de vérité, il n'y a que de l'artifice, il n'y a que des masques derrière les masques. Les faits, le positivisme, c'est une vieille lune du 19e siècle. Est-ce qu'on ne paye pas la facture? Est-ce qu'on n'a pas jeté le bébé avec l'eau du bain, pour employer une autre métaphore? Mais voilà, l'eau, effectivement, était celle d'un universalisme qui était contestable, qu'il fallait déconstruire. Mais voilà, en jetant la vérité et les faits, est-ce qu'on n'est pas maintenant confronté au pouvoir de la manipulation et du mensonge? Alors, face à cette défection, certains se sont dit il faut revenir en arrière. Il faut retrouver la raison universelle, il faut retrouver le sujet moral. Au fond, ce n'était qu'une mauvaise parenthèse. Il faut en finir avec la déconstruction. Et même un ministre de l'Éducation nationale est même venu, alors la Sorbonne un peu à côté, pour ouvrir un colloque un peu revanchard, pour dire voilà, c'est terminé, on tourne la page et on revient comme avant. La récréation est terminée, on revient au bon sens, comme a dit l'un d'eux. Seulement, le problème, c'est que la déconstruction, elle a eu lieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir au sujet universel. Un certain nombre de notions ne peuvent plus être réemployées telles quelles, parce qu'on sait ce qu'elles recouvrent, et on sait aussi les mensonges de l'universel. Mais en tout cas, on constate effectivement que sous la forme soit de cette nostalgie passéiste, soit sous la forme d'une inquiétude politique, en tout cas que moi j'éprouve, il y a la nécessité de ramener, de dénoncer le mensonge et de ramener quand même cette notion de vérité face à un relativisme généralisé. Et c'est en quelque sorte un sentiment de révolte qui soutient cette exigence du vrai. Hein, et je crois que c'est précisément à partir de là que quelque chose de l'ordre de la vérité peut revenir. Et j'aimerais formuler une sorte de paradoxe. C'est le fait que le mensonge existe avant la vérité. Évidemment, on dira qu'il y a d'abord la vérité, puis ensuite on raconte un mensonge, c'est-à-dire on nie la vérité. Mais au fond, je crois que face à un fait, il n'y a pas la vérité et le mensonge. Hein. C'est-à-dire, ce qui est, ce qu'on voit, bon, c'est constatable. On ne va pas dire c'est vrai, c'est faux. On va le dire uniquement à partir du moment où quelqu'un profère une contre-vérité. Et là, on va dire non, ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est-à-dire que ce mouvement qui nous fait dire face à une contre-vérité je n'accepte pas, c'est là que surgit la demande de vérité. Sinon, il n'y a pas de demande de vérité. Ce n'est pas à dire c'est vrai. Donc,
je dirais qu'il y a d'abord le mensonge et ensuite la vérité. Alors, concernant cette séparation du vrai et du faux, comment elle émerge dans la conscience? À partir d'une indignation. Je crois que l'indignation, elle contient en elle une puissance morale. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir des valeurs ou d'avoir été éduqué dans une certaine forme d'éthique pour faire surgir, pour ressentir cette nécessité de dire « non, ça c'est faux et j'affirme que ça c'est vrai et je n'accepte pas ». C'est-à-dire de ne pas accepter l'inacceptable est une manière d'imposer la catégorie de la vérité. Donc l'indignation est un moteur et un vecteur puissant du désir de vérité, une forme de résistance au mensonge qui apparaît tout d'un coup comme un scandale. Et donc, à l'opposé du rationalisme tel que certains voudraient quelques philosophes aujourd'hui voudraient un peu ramener le vieux rationalisme à la Julien Benda, par exemple. Bon. Ce rationalisme, c'est un mythe. Croire en une vérité pure, logique, abstraite, insensible, dégagée de toute passion, cette raison-là n'a jamais existé. Cette raison dénuée d'affect, intemporelle, universelle. Moi, je dirais que la vérité s'est toujours nourrie de sentiments, de désirs, du désir de connaître, du désir de clarifier, de vérifier. Et ce n'est pas simplement à partir d'une opération intellectuelle de connaissance du vrai, même si, bien sûr, elle est le fait, par exemple, des scientifiques, mais ce n'est pas simplement à partir d'un raisonnement que l'exigence de vérité apparaît. L'exigence de vérité, elle vient aussi de l'affect, de la passion. On pourrait prendre quelques exemples, des exemples fameux. Bon, le plus bel exemple serait sans doute celui de Zola face au mensonge sur la culpabilité de Dreyfus. Zola, au départ, il ne prend pas parti, il met du temps. C'est seulement lorsque certains lui apportent des éléments qui lui font douter de la culpabilité qu'il se met lui-même à enquêter, et je crois que le modèle de l'enquête reste très important pour penser la vérité. C'est à partir de l'enquête qu'il écrit ce fameux « J'accuse », et qu'ensuite aussi, on connaît peu ces derniers romans de Zola, mais il y en a un qui s'appelle « Vérité ». Bon, c'est sans doute pas le meilleur du point de vue stylistique, mais où il a fait des évangiles républicains, et dans un de ces évangiles est intitulé « Vérité », et il y montre un jeune instituteur en lutte contre le curé de l'époque et qui est accusé faussement de pédophilie, et il veut faire valoir la vérité. On comprend que, en fait, c'est la figure de Dreyfus qu'il évoque. Et il montre ici l'indignation d'un individu, le maître de l'école normale qui soutient son instituteur, et donc c'est à partir de cette indignation d'une personne que peu à peu le combat de la vérité peut être mené. Alors attention, on pourrait dire, voilà, l'indignation est le vecteur de la vérité, mais je crois que ce serait un danger parce qu'au fond, l'indignation ne suffit pas. Le fait de dire, par exemple, que être indigné suppose qu'on détient une vérité, je crois, est une facilité. Cette notion d'indigné, elle a fait florès, il y a eu même des mouvements qui se sont appelés les indignés, ou qu'on a appelés les indignés de l'extérieur, mais sans doute faut-il distinguer. Parce que cette valorisation comme ça de l'indignation intransitive, c'est-à-dire d'une indignation par principe, fait un peu trop penser à, vous savez, cette formule de Mao, « on a raison de se révolter », qui était reprise d'ailleurs par les Mao français dans les années 70. On a raison, pourquoi la révolte serait-elle une raison? Je crois que la révolte ne contient pas en elle-même une raison. C'est-à-dire que la révolte est le vecteur d'une recherche de la vérité, mais elle a besoin justement d'une raison, et d'une raison qui est celle du doute, pour établir ce qu'est la vérité. C'est-à-dire, au fond, l'indignation est le moteur qui nous fait refuser le mensonge.
Donc c'est l'indignation qui permet de faire naître la vérité, mais l'indignation en soi n'est pas la garantie qu'on fasse valoir la vérité. C'est là que je crois qu'effectivement le doute est nécessaire, l'enquête, pour atteindre à l'établissement, la vérification des faits. J'avais dit que je me limiterais à 45 minutes et je vois que j'y arrive, donc je vais rapidement conclure pour dire que, je vais parler de moi, je ressens aujourd'hui une nécessité morale et politique de faire valoir la notion de vérité. Dans un précédent livre que Yann a cité, j'avais travaillé sur le génie du mensonge. Je prenais la position amorale, pas immorale, hein, amorale, d'un psychanalyste qui essaie de comprendre, qui essaie d'écouter, qui essaie de comprendre pourquoi, parmi les philosophes que j'admire, eh bien, beaucoup ont tenu de grandes thèses qui étaient à l'inverse de leur vécu. Donc, sans les juger, j'essayais de comprendre. Alors, même d'ailleurs vis-à-vis de quelques menteurs célèbres qui n'avaient rien de philosophique ni de sublime, je pense par exemple, à l'époque, c'était, comment il s'appelle, Cahuzac, un ministre qui était le champion de la lutte contre la fraude fiscale et qui, bon, s'est révélé un fraudeur. Et moi, je n'arrivais pas, je trouvais ça génial, enfin, pas génial philosophiquement, mais j'aimais le voir. C'était parce qu'il avait dit, je suis entré dans la spirale du mensonge. C'est une très belle phrase. Bon, hein, c'est une spirale. Quand on commence à mentir, bon, Nietzsche d'ailleurs le dit, il dit c'est très fort de mentir parce qu'il faut sans arrêt s'adapter, se souvenir de ce qu'on a dit, etc. La vérité, c'est facile, vous l'avez dit et puis c'est terminé. Hein, bon, et donc, ouais, je sais que voilà, ça m'étonnait. Bon. Mais aujourd'hui, face à la fraude fiscale, c'est grave, d'accord, mais face à l'ampleur des mensonges et à la gravité des mensonges politiques, notamment ceux, par exemple, proférés par Trump et compagnie, je me dis qu'on a une responsabilité intellectuelle, morale, politique, à maintenir la notion de fait objectif. C'était Orwell qui disait que pour lui, c'était pire que tout dans le communisme, c'était la négation de la vérité objective. C'était encore pire que la coercition, la censure, c'était l'idée même de vérité objective qui avait été abattue. Et donc je me demande si aujourd'hui on n'est pas aussi devant cette nécessité morale et politique de rappeler qu'il y a des vérités, qu'il y a des faits. Ça ne nous empêche pas de nous livrer à des interprétations, mais il faut quand même qu'on s'entende sur un langage commun pour qu'on puisse communiquer. Sans ça, on est chacun dans sa bulle, hein, et on ne pourra jamais s'entendre sur les faits et la vérité. Alors, je terminerai avec une citation d'un auteur que je relis, et particulièrement au moment où il écrit ses chroniques, c'est Camus, à la fin de la guerre, en 1944. Camus, alors je dramatise un peu, et on n'est pas là, on ne sort pas des 5 années de guerre, mais on est dans une période, je crois, dramatique, avec des enjeux très forts. On voit bien ce qui se passe aussi bien en Europe qu'en Amérique. Donc, lorsque Camus dit, bon, il s'adresse à Sartre, à Koestler et aux autres, ses amis, il dit, bon, nous on a toujours dit, il n'y a pas de vérité, le monde est absurde, hein, rien n'a de sens, etc. Et il dit, au fond, on a dit, il n'y a pas de valeur non plus. Et il remarque, il dit, après ce désastre, après la possibilité de la fin de civilisation, eh bien, peut-être que ce serait bien de renouer avec des valeurs. Hein. Il le dit comme ça, des valeurs. Le mot de valeur était complètement disqualifié. Je me demande si aujourd'hui, bon, les valeurs peut-être, mais ce ne sont pas les faits et la vérité qu'il faut aussi ramener après avoir peut-être, non pas trop joué, mais enfin en tout cas après avoir donné un crédit illimité à la notion d'artifice,
à cette admiration pour les puissances du faux, comme on disait à l'époque. Je vous cite Camus. Il écrit ça le 25 août 1944. « Cette nuit vaut bien un monde, c'est la nuit de la vérité. La vérité en armes et au combat, la vérité en force, après avoir été si longtemps la vérité aux mains vides et à la poitrine découverte. Oui, c'est la nuit de la vérité, et la seule qui soit valable, celle qui consent à lutter et à vaincre. » Alors je crois qu'aujourd'hui, eh bien, on mesure, dans nos sociétés pourtant dites libérales, combien la disqualification de la vérité a procédé de manière encore peut-être plus insidieuse que dans les sociétés totalitaires, parce qu'elle est assumée par les uns et les autres, par chacun dans sa bulle épistémique. Et le réveil sera peut-être brutal, parce que ceux qui profitent de ce déclin de la vérité, ce sont ceux qui manipulent les opinions, en Europe et en Amérique, qui en tirent profit, et qui arguent des faits alternatifs, des vérités alternatives, qui utilisent cela comme communication politique, pour affaiblir toutes les instances de vérification. Ces mensonges, proférés par-delà le vrai et le faux, provoqueront peut-être, je l'espère, l'indignation de ceux qui tiennent encore à la vérité et aux faits. Et je crois qu'effectivement, tant qu'il y aura 2 ou 3 personnes qui diront « ce n'est pas vrai », il y aura encore de l'espoir pour la vérité. Merci pour votre attention.